On va revenir en France après la présentation, enfin j'ai envie de dire, de la 3e programmation pluriannuelle de l'énergie. 3 ans qu'on l'attendait, Christian, cette PPE. Enfin des directives sur l'arbitrage entre la part du nucléaire en France et des énergies renouvelables. C'est un texte extrêmement politique, avec des positions à l'Assemblée nationale très marquées, à gauche pro-renouvelable, à droite pro-nucléaire. Quel jugement vous portez sur ce qui a été publié cette semaine ? 2 jugements très rapidement. Le premier, c'est que je pense que c'est une PPE transitoire. Elle était nécessaire parce que la PPE 2 actait la fermeture de 14 centrales nucléaires. Là, on acte la construction de... C'est un virage à 180 degrés. Hein. Voilà, donc on avait besoin d'un texte réglementaire pour pouvoir avancer un peu plus vite. Pour acter la relance du nucléaire. Et pour favoriser la construction des nouveaux EPR. Donc ça, je pense qu'il y aura une PPE 4 assez vite, parce qu'une fois qu'on aura permis la relance du nucléaire, la question de l'équilibre entre nucléaire et renouvelable n'est pas réglée. Donc, il y a quand même des axes dans cette. Oui, il y a des axes, mais qui sont encore terriblement contestés. Alors, il y a une clause de revoyure dès l'année prochaine, voilà. dès 2027. Donc, je pense qu'on avait besoin techniquement de ce texte. Donc, c'est sorti d'ailleurs par décret plutôt que par une loi, parce qu'on pensait qu'elle serait éviscérée à l'Assemblée. Donc, le deuxième remarque que je voudrais faire, c'est que dans ces équilibres de production énergétique, on n'intègre jamais les questions de souveraineté militaire. Il faut observer ce qui se passe en Ukraine, mais c'était prévisible depuis longtemps, puisqu'on avait déjà vu ça de mémoire en 1994, quand les Américains avaient attaqué les centrales électriques de la Serbie. Ouais. C'est-à-dire que, comme nous sommes dans des économies totalement numérisées, la numérisation fonctionne à l'électricité, et donc les premières cibles dans les guerres, c'est des centrales électriques. Et donc, pour cette raison-là, alors que je suis pro-nucléaire, je pense qu'un équilibre avec un max de 50% de nucléaire, dans une vision stratégique de long terme, c'est quelque chose qui doit être pris en compte. Il ne faut pas tout mettre sur le nucléaire parce que ce sont des cibles en cas de guerre. Et pour ce qui est des cibles alternatives et des capacités surtout voilà un argument de développement... qu'on n'avait pas entendu jusqu'à présent sur la PPE, effectivement. Ouais, et donc sur les autres moyens de développement, moi je crois terriblement à l'hydroélectrique. On a des capacités considérables en France, et surtout dans le cadre de la transformation climatique. Ça, c'est un débat et une proposition que je fais depuis très longtemps avec d'autres. On annonce qu'il y aura une multiplication des débordements des rivières, des on est en plein dedans, là, c'est d'actualité en ce moment. Hein. Et il y a des spécialistes qui, depuis très longtemps, la France, un atout colossal à moyen long terme, c'est que nous avons beaucoup de fleuves et de rivières. Mais justement, dans le cadre de la transformation climatique, il y a des projets de construction de milliers de petits barrages pour permettre de contrôler les flux, parce qu'on passe de excès d'eau à insuffisance d'eau. Donc il faut avoir, dans la réflexion des questions énergétiques et de régulation de l'eau, une vision, parce que, et je termine par là, aujourd'hui, même avec des barrages de 15 mètres de haut, on sait produire de l'électricité. Et donc, moi, je serais favorable à ce qu'il y ait un effort considérable dans ce domaine. Bien, Isabelle, je vais prendre des notes. Oui, je prends des notes. Je suis d'accord avec Christian, c'est-à-dire que la notion de mix énergétique, c'est absolument indispensable. Ne pas tout miser en fait sur le même type d'énergie, et ça nous renvoie en fait à la question aussi des investissements massifs à réaliser, qu'on ne fait pas, qu'on ne se donne pas. Il faut un cadre. Disons qu'on attendait cette PPE pour savoir où mettre l'argent. Hein. Sans cadre, c'est compliqué. Mais en tout cas, ces investissements-là doivent être associés à des moyens de financement. Et ce débat-là, il est encore à peine ouvert. Oui. Emmanuel Macron vient de le rouvrir. On n'est même pas d'accord sur le montant des investissements. On a entendu tous les chiffres, de 100 à 300 milliards.
selon déjà, le gouvernement, nucléaire seul, c'est 80 milliards pour les 6 c'est 70 milliards pour les 70 et 80 uniquement pour les EPR, effectivement. Après, il y a un débat sur le coût du soutien. Et 100 000 emplois. Et 100 000 emplois à la clé aussi. Bon, ça, c'est encore c'est des emplois, Mathieu Jolivet. Non, mais moi, sur le sujet, franchement, je ne suis pas du tout un spécialiste du mix énergétique, donc je serais incapable de vous dire si le dosage du mix est le bon ou pas. En revanche, ce qui est certain, c'est que le temps est compté. Ce sujet de la sécurité énergétique n'a jamais été aussi fort depuis peut-être un siècle. Et on voit, en fait, vu le niveau de l'état des menaces extérieures, regardez, du jour au lendemain, on a la certitude qu'il faut s'affranchir du gaz russe. Pour combien de temps d'ailleurs, je ne sais pas. Du jour au lendemain, vous avez d'un coup une reconfiguration de tous les flux de GNL dans le monde, etc., avec le port du Pirée qui a été investi par les Chinois et maintenant les Américains qui commencent à arriver en force. 60% maintenant du GNL importé en Europe est américain. C'est une nouvelle dépendance stratégique. Pas une dépendance russe, une dépendance américaine. C'est ça. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est en train d'opérer une bascule de dépendance des Russes vers les Américains, mais on reste dans une dépendance. Donc j'ai l'impression que sur cette sécurité énergétique, l'Europe est pour l'instant un peu comme un poulet sans tête, qui est en train de courir. Et donc, et c'est là où je vous dis que moi je suis incapable de vous dire quel est le bon mix, mais en revanche, il n'y a pas de temps à perdre pour prendre les choix qu'il faut pour s'affranchir le plus rapidement de ces dépendances qui passent de l'un à l'autre. Au niveau, pour revenir ça au niveau du financement et de l'endettement, il y a aussi urgence à ce que toutes ces dépenses à venir de financement liées à l'énergie en Europe soient dans une case, soient considérées comme des dépenses d'investissement et ne rentrent pas dans des comptabilités maastrichtienne de dette. En tout cas, sortir du pétrole et sortir du gaz, c'est un véritable enjeu de souveraineté pour l'Europe. Donc ça, c'est absolument essentiel. Mais on ne pourra le faire que si l'on est capable d'investir, en effet, et on ne pourra investir que si l'on est capable de financer ces investissements, à la fois par des fonds privés, mais aussi beaucoup par des fonds publics. Ah oui. Et c'est là où c'est le grand point d'interrogation pour l'instant. Effectivement, on ne sait pas comment tout ça sera financé. On a quand même une énergie qui coûte toujours 2 fois plus cher en Europe qu'aux États-Unis. C'est donc aussi un sujet majeur de compétitivité coût pour notre industrie, Christian Saint-Etienne. Exactement. Alors, je vais stupéfier Isabelle, mais si on doit faire un effort considérable d'investissement stratégique, en fait. L'énergie, c'est totalement stratégique, à la fois pour la disponibilité et pour le coût. Je pense qu'il faudrait repenser à des circuits de financement qu'on a mis en place après la Deuxième Guerre mondiale. À savoir par exemple, vous avez actuellement 600 milliards d'euros qui dorment sur les livrets A et les livrets soi-disant de développement, mais qui ne sont pas utilisés pour ça. Je pense qu'on devrait reconstruire des systèmes plutôt que d'envoyer 300 milliards d'euros aux États-Unis chaque année. Je pense qu'au niveau européen, on devrait recréer des circuits de financement à la fois du rebond énergétique de l'Europe, mais pour ce qui est de la France, je pense qu'avec 100 milliards d'euros sur les grosses PME et les ETI, on peut créer des centaines de milliers d'emplois compétitifs avec une stratégie de réindustrialisation. Vous avez vu que, Raphaël, vous l'avez évoqué au début de l'émission, on va développer les data centers, mais ça se ressort à nouveau pour avoir les autorisations et pour raccorder les data centers. C'est 4 ans en France, 2 ans en Chine, des lois d'exception, ou même en dehors. Donc on a, moi, c'est in fine, c'est le grand reproche que je ferai à Macron sur les 10 ans de management de la France, de gouvernement de la France. Il a gouverné tout le temps à court terme. Il n'a jamais été capable, alors qu'il en avait totalement les moyens en 2017, d'imaginer une planification stratégique de transformation de la France. Et de ce fait, il va laisser une France beaucoup plus affaiblie que celle qu'il a trouvée en 2017. Ça, je pense que dans les livres d'histoire, ça va lui coûter extrêmement cher en termes de Parce que c'est qu'on a fermé Fessenheim, on a commencé en 2017 en fermant Fessenheim et on termine 10 ans plus tard en
relançant le sur nucléaire. Sur cette question de planification et d'énergie renouvelable, je pensais quand même qu'il faut quelque part rendre hommage à nos amis chinois qui, alors, eux, sont quand même les rois de la planification. Mais c'est pas le même système politique, les amis, aussi, que voulez-vous. C'est pas le même système politique, mais simplement, Xi Jinping a eu une intuition après un scandale qui était la République des ingénieurs. C'est ça. Mais il a eu une intuition, alors qui a été, je pense que le point de départ, ça a été un moment où c'était l'enjeu, c'était une question de stabilité sociale. Vous savez, c'était l'époque, il y a une dizaine d'années, où à Pékin et à Shanghai, on ne voyait plus le ciel. Oui. Et là, il y avait eu un documentaire choc fait par un Chinois qui s'appelait Airpocalypse, je crois. Et Airpocalypse a été totalement viral. Oui. Et là, à partir de là, Xi Jinping a pris des décisions pour fermer des centaines, voire des milliers d'usines et dire « Ok, maintenant, il se trouve que moi, depuis les années 50, ils étaient au courant qu'ils avaient des terres rares. Ils étaient au courant que partout autour de la planète, les gens avaient détecté aussi les terres rares le jour où ils voudraient faire des batteries électriques et des énergies, etc. Sauf que c'était très polluant à extraire et à raffiner. Donc ce jour-là, il a dit « Ok, moi je vais prendre mes terres rares. Tous ceux qui veulent aussi que je m'occupe de leurs terres rares, venez chez moi. » Et en fait, à partir de là, il a commencé à mettre en marche toute une stratégie sur les énergies renouvelables, à sécuriser les chaînes d'approvisionnement dans le monde entier, à faire main basse sur les mines de nickel en Indonésie, etc. Et aujourd'hui, vous avez par exemple, l'image était totalement dingue lors de la dernière Assemblée Générale de l'ONU, vous avez en moins de 12 heures un Donald Trump qui arrive à la tribune en disant le climat, c'est l'arnaque climatique du siècle. Et 12 heures plus tard, Xi Jinping, qui ne devait pas intervenir, qui entendant ça, a fait parvenir une vidéo en disant, pour la première fois de notre histoire, je vais vous expliquer quel est le plan de décarbonation de la Chine sur les 10 prochaines années. Et quand il dit ça, on sait qu'il va y arriver dans 10 ans. Voilà, donc on a aussi... même si là, je ferai une petite remarque, la Chine, c'est deux voies séparées, incroyablement managées, ok, mais c'est à la fois devenu le premier producteur des technologies de la transition énergétique. C'est le grand échec européen, puisqu'on s'est donné des objectifs climatiques sans penser aux technologies qui permettent de le faire. Alors qu'on a beaucoup subventionné. Mais dans le même temps, c'est toujours le premier producteur d'électricité au charbon, et la Chine, c'est toujours 30% de la pollution mondiale quand l'Europe est tombée à 6. Ah bah oui, mais Christian, c'est 1,3 milliard d'habitants. D'accord, mais donc c'est à la fois génial dans la production des technologies propres, mais c'est encore un pays qui pollue terriblement au niveau mondial. Alors, il y a la planification, et puis au service de cette planification, il y a ce qu'on appelle le policy mix, c'est-à-dire vraiment une articulation cohérente de tous les leviers de politique économique en les orientant vers les objectifs stratégiques et en particulier les objectifs de décarbonation. Et donc cette mise en cohérence de la politique monétaire, de la politique budgétaire, de la politique industrielle, ça fait tout en fait. Ça permet d'avancer. C'est ce qu'on ne sait pas faire. C'est ce qu'on ne sait pas faire en Europe. Oui, c'est pas du tout la différence de vélocité effectivement entre la Chine et l'Europe aujourd'hui. Nos leviers de politique économique. La gouvernance évidemment qui est aux questions de ces enjeux. Oui. En fait, l'Europe, elle a été construite par le traité de Rome en 1957. Le problème à l'époque, c'était la reconstruction de l'Europe, mais sous protection américaine, dans un monde qui était divisé en trois parties. Il y avait le monde communiste, il y avait le tiers-monde et il y avait quelques pays capitalistes. Donc on a l'armature du traité de Rome, c'est le droit de la concurrence, le principe de concurrence, parce que l'obsession des gens qui ont négocié le traité de Rome, c'était qu'il n'y ait plus jamais de puissance européenne. Alors là, on peut dire que c'est un succès total. Hein, et de fait, tout le traité a été construit pour qu'il n'y ait pas de puissance européenne, pas de grands groupes européens. On a donné toute la puissance du droit de la concurrence à la Commission. Et donc, si on veut revenir à une vision de planification stratégique et de policy mix, il faut carrément faire éclater le traité européen. Bon, moi, j'ai fait un livre sur ce sujet, je ne vais pas développer ici, mais je vais très loin. Je dis que le Conseil européen n'existait pas dans le traité de 57. Il est institué en 92 à la suite du traité de Maastricht. Et je propose que la Commission européenne devienne le secrétariat politique du Conseil européen, qu'à l'intérieur du Conseil européen, si on y
n'arrive pas à 27 que quelques pays fassent ce que nous évoquons avec Isabelle, c'est-à-dire une planification stratégique et un policy mix de rebond de l'Europe. Par une coalition des volontaires, c'est un peu l'idée qui émerge en ce moment. Mario Draghi parle d'un fédéralisme pragmatique. Ce que je suis en train de dire, c'est entre guillemets important, c'est-à-dire que la coalition des volontaires, il ne faut pas qu'elle se fasse par la Commission européenne, parce que sinon on n'arrivera à rien. Il faut qu'elle se fasse en dehors du fonctionnement actuel de l'Europe. C'est-à-dire, la coalition des volontaires, c'est très difficile à penser aujourd'hui par les gens qui travaillent sur l'Europe. C'est que, de mon point de vue, et à mon avis, c'est le point faible du rapport Draghi, c'est qu'elle doit se faire en dehors des traités européens tels qu'ils sont, puisque par nature, ils interdisent les policy mix et les planifications stratégiques de rebond.